confirm your passcode. Ailleurs, qu'un récapitulatif de toutes les questions posées, accompagné de leurs réponses, sera disponible sur votre espace client. Maintenant, et sans plus attendre, laissons place à nos experts Sarah Giban et Marine Goret. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le premier volet de notre série de webconférences dédiée à la loi de transformation de la fonction publique. Composée de 95 articles, la loi du 6 août réforme en profondeur les 3 versants de la fonction publique, mais impacte plus particulièrement la fonction publique territoriale. C'est la raison pour laquelle les experts SVP vous ont proposé, dès sa publication, un livre blanc, que vous avez d'ailleurs toujours la possibilité de télécharger aujourd'hui sur notre site internet ou sur votre espace client, livre blanc qui présente de façon succincte, article par article, les dispositions concernant les agents territoriaux. Au travers d'un cycle de 3 webconférences, nous reviendrons en détail sur cette analyse et nous commençons dès aujourd'hui avec les nouveautés et les évolutions relatives aux agents contractuels territoriaux. Marine, voyons sans perdre de temps quel sera le sommaire de notre présentation. Alors, nous avons décidé d'aborder les évolutions relatives aux agents contractuels territoriaux de manière chronologique. Donc, nous commencerons tout d'abord avec les nouveautés relatives au recrutement des contractuels. Nous poursuivrons ensuite avec les évolutions relatives à leur carrière et enfin les évolutions relatives à la fin du contrat. Donc, vous aurez bien sûr la possibilité de poser vos questions à la fin de la présentation, auxquelles nous répondrons aujourd'hui, ou si elles nécessitent plus de recherche ou si elles sont trop nombreuses, à travers le support que vous pourrez télécharger. Je me permets également d'attirer votre attention sur les 2 pictogrammes qui apparaissent sur votre écran. Donc un relatif à un décret d'application qui est attendu sur certaines dispositions et un autre qui fait l'objet d'une entrée en vigueur différée. Donc nous commençons tout de suite avec le premier point, donc le recrutement des contractuels. On fera un rappel des principes existants. On abordera ensuite l'inscription dans la loi du principe de l'égal accès des contractuels aux emplois publics permanents. On abordera l'élargissement des hypothèses de recours aux contractuels sur des emplois permanents. Et enfin, une nouveauté, le contrat de projet. Alors, il nous est apparu important, c'est peut-être une évidence pour vous, mais de faire un bref rappel sur les principes gouvernant le recrutement des agents contractuels dans la fonction publique en général et plus particulièrement dans la fonction publique territoriale. La loi du 13 juillet 83 pose le principe selon lequel les emplois permanents doivent être pourvus en priorité par des agents titulaires. Le recrutement d'agents contractuels reste donc un mode de recrutement dérogatoire que vous ne pourrez utiliser que dans les seules hypothèses qui sont prévues par la loi en ce qui concerne la fonction publique territoriale, la loi du 26 janvier 84. Cette même loi de 84, elle prévoit également les hypothèses dans lesquelles vous allez pouvoir recruter des agents non titulaires pour occuper les emplois non permanents. Alors, les 2 premières hypothèses, vous les connaissez, c'est lorsque vous devez faire face à un accroissement temporaire d'activité ou à un accroissement saisonnier d'activité. Et la nouveauté qu'on détaillera un petit peu plus tard dans notre présentation, c'est le contrat de projet. Donc, nous abordons dès maintenant le principe de l'égal accès aux emplois publics permanents, donc qui a été inscrit dans la loi du 13 juillet 1983. Donc c'est un principe qui n'est pas nouveau puisqu'il est issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il a été également rappelé par une décision constitutionnelle en 1986. Donc ce principe implique la mise en œuvre d'une procédure visant à garantir l'égal accès aux emplois publics lors du recrutement d'agents contractuels. Elle concerne uniquement les emplois permanents, donc en sont exclus les emplois non permanents et les emplois de direction qui feront l'objet d'une procédure spécifique de sélection, donc on verra par la suite. Donc il s'agit d'une procédure permettant une sélection objective et transparente qui est justifiée par le caractère dérogatoire du recrutement des agents contractuels et une procédure qui implique la publicité de la création ou de la vacance de l'emploi dans les conditions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984. Donc le renforcement de ces garanties est justifié par l'élargissement des hypothèses du recours aux contractuels qu'on va aborder tout de suite avec Sarah. Alors, le premier élargissement, il concerne le remplacement des agents temporairement absents.
l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 84 a été réécrit pour élargir justement les hypothèses dans lesquelles vous allez pouvoir recruter un agent non titulaire pour faire face à l'absence momentanée d'un agent titulaire ou d'un agent contractuel. L'absence, elle peut résulter de différentes causes. La première, c'est que eh bien, lorsque un agent est placé en disponibilité de courte durée, que cette disponibilité soit d'office, de droit ou sur demande pour raison familiale, eh bien, l'emploi n'est pas considéré comme vacant, vous n'allez donc pas remplacer cet agent absent par un agent titulaire. Néanmoins, l'intérêt du service nécessite que vous palliez à cette absence. Donc c'est le premier motif qui vous permettra de recruter un contractuel et c'est une nouveauté inscrite aujourd'hui dans la loi, ça résultait jusqu'à présent plutôt de la jurisprudence. La deuxième cause d'absence, eh bien, c'est de la même façon le détachement de courte durée qui peut être accordé donc à un agent titulaire, ou bien le détachement pour stage, ou bien pour suivre une période de scolarité préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique. Dans cette hypothèse, là encore, le remplacement de l'agent bénéficiaire de cette position statutaire peut justifier que vous fassiez appel à un agent contractuel. Enfin, l'article 3-1 vise aujourd'hui tous les congés statutaires qui sont régulièrement octroyés à vos agents. Alors, il s'agit tout d'abord du congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui est prévu par la loi du 13 juillet 83, mais également de tous les congés qui sont prévus par l'article 57 de la loi de 84, et non pas seulement, comme on peut des fois le penser, les seuls congés maladie. Et enfin, tous les congés également qui sont prévus au bénéfice de vos agents non titulaires par le décret de 1988. Donc tous ces congés pourront justifier que vous fassiez appel, là encore, à des agents contractuels. Mais la loi de transformation de la fonction publique, elle a également profondément remanié l'article 3-3. Donc effectivement, les dispositions de l'article 3-3 ont été modifiées. Donc avant l'entrée en vigueur de la loi de transformation de la fonction publique, on pouvait recruter un agent contractuel lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve du recrutement infructueux d'un titulaire, mais seulement pour les emplois de catégorie A. Aujourd'hui, cette possibilité est ouverte pour tous les emplois de catégorie A, B et C. On avait également la possibilité de recruter un agent contractuel sur un emploi de secrétaire de mairie pour les communes et groupements de communes de moins de 1000 habitants. Donc la loi de transformation de la fonction publique a étendu cette possibilité à tous les emplois, des communes donc toujours de moins de 1000 habitants et des groupements de communes de moins de 15 000 habitants. Une modification apportée également sur la possibilité de recruter des agents contractuels sur un emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50% pour les groupements de communes de moins de 1000 habitants et les communes de moins de 1000 habitants. Aujourd'hui, cette possibilité est ouverte donc toujours s'agissant des emplois à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50%, mais pour les communes et groupements de communes, quelle que soit leur strate démographique. Et enfin, un ajout, le cas des communes nouvelles, puisqu'il est possible depuis l'entrée en vigueur de la loi de transformation de la fonction publique de recruter un agent contractuel sur tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants pendant une période transitoire de 3 ans suivant leur création qui sera susceptible d'être prolongée. Alors, les deux autres hypothèses de recrutement sur le fondement de l'article 3-3 restent inchangées. Donc, vous avez toujours la possibilité de recruter un agent contractuel lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi susceptible d'assurer les fonctions correspondantes. Et puis, pour les petites collectivités, pour les petites communes, lorsque pour un service public, la création ou la suppression des emplois dépend d'une décision d'une autorité qui s'impose à vous, qui s'impose à la collectivité. Demeurent également inchangées les conditions relatives à la durée du contrat, donc on est toujours sur une durée maximum de 3 ans, et les conditions de renouvellement de ces contrats et de transformation en contrat à durée indéterminée restent également identiques. Dernier élargissement, il s'agit de l'assouplissement en fait de l'article 47 de la loi du 26 janvier 84 qui permet de recruter directement un agent contractuel sur les emplois de direction, donc les postes de DGS, DGAS, DGST. Donc la loi de transformation de la fonction publique a abaissé
le seuil démographique qui vous permet de bénéficier, enfin d'utiliser cette procédure de recrutement direct. On était jusqu'à présent sur un seuil relativement élevé puisque seules les communes et les EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, alors pour les emplois de DGS et de DGST, et de plus de 150 000 habitants pour les emplois de DGA, pouvaient procéder à ce recrutement direct. Aujourd'hui, pour les trois catégories, on va dire, d'emplois, le seuil est abaissé à 40 000 habitants. Donc ça visera, bien entendu, beaucoup plus de collectivités. La loi met en place néanmoins une procédure de sélection spécifique qui sera précisée par décret. Ce décret précisera également les conditions d'emploi et de rémunération de ces agents recrutés directement et viendra préciser également le principe qui est introduit dans la loi quant à l'obligation de suivre pour ces agents nouvellement nommés une formation à leur nouvelle fonction, notamment en termes de déontologie, en termes d'organisation et de fonctionnement des services. Deux points importants qui ont été précisés au niveau de la disposition légale, c'est qu'aujourd'hui, le texte pose le principe de la durée déterminée du contrat. C'est quelque chose d'important parce que le Conseil d'État avait en 2015 considéré qu'à défaut de précision dans les textes, eh bien, ces agents pouvaient être recrutés directement en contrat à durée indéterminée. Donc aujourd'hui, ça n'est plus possible, d'autant que le texte précise que les contrats ne pourront jamais, à la différence des agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article 3-3, il n'y aura jamais de possibilité de transformation en CDI. Et ce type de recrutement n'entraîne en aucun cas non plus le droit pour les agents à une titularisation dans un grade. Donc une nouveauté, le contrat de projet, donc qui concerne cette fois-ci non plus les emplois permanents, mais les emplois non permanents. Il pourra être utilisé pour toutes les catégories hiérarchiques. Il correspond à un projet ou une opération identifiée et c'est un contrat à durée déterminée. Donc s'agissant de la durée de ce contrat, il pourra être conclu pour un minimum de 1 an et un maximum de 6 ans. Donc si la collectivité a connaissance de la durée du projet, elle le précisera directement dans le contrat. À défaut, il se terminera au bout des 6 années. Dans tous les cas, la collectivité devra respecter un délai de prévenance avant la fin du contrat, donc il sera également précisé dans son contenu. Elle aura la possibilité de mettre fin au contrat au bout d'1 an dans l'hypothèse selon laquelle le projet ou l'opération ne serait pas réalisé. Et enfin, une indemnité de rupture de contrat sera également prévue et précisée par un décret d'application. Alors le principe de l'indemnité de rupture du contrat, elle est prévue par la loi. On peut donc se poser la question de son cumul avec l'indemnité de licenciement qui est prévue plus largement au bénéfice des agents contractuels dans le décret de 88. Pour l'instant, les textes ne précisent rien. Il faut espérer que le décret qu'on attend viendra apporter des précisions sur cette question. On vient donc de voir les nouveautés et les évolutions donc émanant de la loi de transformation qui était relative au recrutement. On va passer maintenant à celle qui concerne la carrière des agents contractuels. On abordera d'abord les principes de rémunération et de formation et les évolutions de la portabilité du contrat à durée indéterminée. Alors, en matière de rémunération, très rapidement, la loi de transformation est venue inscrire dans la loi de 83 des principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence, en précisant donc que la rémunération des agents contractuels doit être déterminée en prenant en compte les fonctions exercées, mais également la qualification ou les qualifications requises, l'expérience éventuelle du candidat pressenti, et puis quand il s'agira de faire évoluer, le cas échéant, la rémunération de ces agents contractuels, eh bien l'autorité territoriale pourra tenir compte des résultats professionnels de cet agent et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Donc en matière de formation, une nouveauté aussi, puisque la formation d'intégration et de professionnalisation réservée aux agents titulaires est étendue aujourd'hui aux agents contractuels. Elle ne concernera cependant que les agents recrutés sur le fondement de l'article 3-3, donc qu'on a évoqué précédemment, et ce pour une durée supérieure à 1 an.
En matière de portabilité du CDI, une évolution donc apportée par la loi de transformation de la fonction publique afin de favoriser, on va dire, la mobilité des agents contractuels, la loi a étendu la portabilité du CDI aux 3 versants de la fonction publique, alors qu'il était limité jusqu'à présent à une portabilité au sein de la seule fonction publique territoriale. Les conditions inhérentes au bénéfice donc, de la portabilité du CDI restent les mêmes, à savoir le recrutement sur le fondement de l'article 3-3 pour des fonctions qui relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles qui sont exercées dans le cadre du CDI détenu par l'agent. Et là, si on se place d'un point de vue employeur territorial, l'employeur territorial n'est pas tenu de faire bénéficier l'agent du bénéfice du CDI, c'est une simple possibilité pour lui. Attention, on attire votre attention sur le fait que ce principe de portabilité ne garantit pas à l'agent la conservation des stipulations de son contrat, notamment en termes de rémunération. Donc nous avons fait le tour des évolutions relatives à la carrière des agents contractuels territoriaux apportées par la loi de transformation de la fonction publique. On va aborder maintenant les évolutions relatives à la fin du contrat. Donc une nouveauté, la prime de précarité, une évolution en matière de stagiairisation et enfin la rupture conventionnelle. Donc tout d'abord la prime de précarité qui a été instaurée par la loi de transformation de la fonction publique. Elle ne concerne que les contrats conclus à partir du 1er janvier 2021. Les contrats concernés sont conclus pour une durée inférieure à 1 an, à l'exception des contrats pour accroissement saisonnier d'activité et des contrats de projet. Elle concerne les contrats dont la rémunération brute globale est inférieure à un plafond qui sera fixé par décret. Donc le ministère de la fonction publique a pu préciser, s'agissant du montant de cette indemnité, qu'elle devrait correspondre à 10% de la rémunération brute globale du contrat. Et enfin, cette prime de précarité ne s'applique pas en cas de stagiairisation, de renouvellement ou de conclusion d'un nouveau contrat. Concernant l'évolution en matière de stagiairisation, un agent contractuel qui est recruté donc, par un employeur territorial sur le fondement de l'article 3-2 ou 3-3 et qui serait, durant son contrat, inscrit sur une liste d'aptitudes d'accès à un cadre d'emploi dont les missions englobent l'emploi occupé, a aujourd'hui la possibilité d'être nommé stagiaire au plus tard au terme de son contrat. Alors je dis aujourd'hui parce que jusqu'à présent, ça constituait une obligation pour l'autorité territoriale. On était en situation presque de compétences liées. Là, il y a vraiment une part d'appréciation de la part de la collectivité. Dans l'hypothèse où cet agent contractuel qui aurait réussi un concours était nommé stagiaire par sa collectivité, eh bien la collectivité sera dispensée de procéder aux formalités en termes de publication de vacances d'emploi et de publicité d'offres prévues par l'article 41 de la loi de 84. Et nous finissons avec la rupture conventionnelle. Donc c'est un dispositif qui est expérimental et qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025. Il s'applique aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels. Donc plusieurs fonctionnaires en sont exclus, donc notamment les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d'une pension du régime général de sécurité sociale. En sont également exclus les fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels et les agents contractuels recrutés en CDD. Alors, dans le cadre de ce dispositif expérimental, ce qu'il faut retenir, c'est que la rupture conventionnelle, elle ne peut résulter que d'un accord entre les deux parties. L'une des deux ne peut pas l'imposer à l'autre. Au niveau de la forme de cette rupture, il faudra que l'agent signe une convention avec son employeur territorial, convention qui viendra définir les conditions dans lesquelles la rupture va se faire. Et puis, durant toute la procédure, eh bien, l'agent pourra solliciter une organisation syndicale représentative pour que celle-ci désigne un conseiller qui assistera l'agent, donc encore une fois, tout au long de cette procédure. Les conséquences de la signature d'une convention de rupture,
c'est que l'agent percevra une indemnité dont le montant sera défini dans la convention, mais il y a une garantie qui est prévue par les textes, puisque le décret qu'on attend donc d'application viendra fixer un montant plancher en deçà duquel on ne pourra pas ne pourra pas se trouver cette indemnité. Dans l'hypothèse où l'agent signataire de la convention de rupture serait recruté à nouveau en qualité d'agent public par sa collectivité d'origine, c'est-à-dire par la collectivité avec qui il a signé la convention, ou bien avec un des établissements relevant donc de la collectivité dans les 6 ans suivant la signature de cette convention, eh bien, il devra rembourser cette indemnité. Donc voilà, en ce qui concerne la rupture conventionnelle, on en attend un petit peu plus de précision dans le décret. On en a terminé donc de notre présentation et on attend vos questions. Sophie. Alors, merci Marine et merci Sarah pour cette présentation. Une première question nous a été posée plus particulièrement sur le contrat de projet. La durée du contrat de projet sera-t-elle prise en compte au titre des services accomplis par l'agent pour le bénéfice d'un basculement en contrat à durée indéterminée? Alors non, et d'ailleurs c'est prévu dans l'article 3-1 qui traite du contrat de projet. La durée de ce contrat ne sera jamais prise en compte pour permettre à l'agent d'être CDIsé ou titularisé. Merci Marine. Une autre question à laquelle tu as déjà répondu Marine, mais qu'on va repréciser puisqu'elle a été reposée, à savoir si le montant de la prime de précarité a déjà été précisé par les textes ou un autre document. Donc, il n'a pas été précisé par les textes, cependant le ministère de la fonction publique a évoqué une indemnité qui serait égale à 10% de la rémunération brute globale de l'agent. Oui, et puis cette indemnité, il faut le rappeler, elle ne concernera que les contrats dits précaires, voilà, donc sur des contrats, on va dire, à faible montant. Autre question, cette fois-ci sur plus le recrutement direct d'un emploi de direction. Donc pour toi, Sarah, l'abaissement du seuil démographique de 80 000 à 40 000 habitants, est-ce qu'il est d'effet immédiat ou pas? Alors, de mémoire, il me semble que le texte est subordonné à un décret à prendre et qu'il sera d'entrée en vigueur différé. Mais pour plus de précision, parce que c'est vrai que comme il y avait énormément de dispositions avec des entrées en vigueur différées, il est difficile d'avoir en tête toutes les différentes dates. Vous retrouvez, on vous l'indiquait tout à l'heure, ces différents éléments soit dans le texte de loi, soit bien entendu dans notre livre blanc où on a mis article par article la date à laquelle il entrera en vigueur. Justement, sur cette nouveauté de la rupture conventionnelle, est-ce qu'elle a pour conséquence d'induire une radiation des effectifs de l'agent? Alors non, elle n'implique pas une radiation des effectifs, simplement si l'agent est recruté 6 ans après cette rupture conventionnelle, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public qui appartient à la collectivité territoriale dans laquelle il a été recruté et avec laquelle il a signé cette convention de rupture conventionnelle, il aura l'obligation de rembourser la collectivité. Mais ça ne l'empêche pas de postuler pour être recruté en tant que contractuel dans une autre collectivité par la suite. Alors par contre, c'est vrai que j'ajoute une précision, on peut se poser la question de la conséquence de la rupture conventionnelle qui serait conclue avec un agent titulaire. Parce que la rupture conventionnelle, elle ne concerne pas que les seuls agents contractuels. Et alors, sous réserve de vérifier, la rupture conventionnelle avec un agent titulaire pourrait entraîner, à mon sens, la radiation des cadres, mais il faudra le vérifier. Alors, une autre question qui est revenue à plusieurs reprises sur, de manière plus générale, le bénéfice du basculement du CDD en CDI. Quelles sont les conditions et est-ce qu'il y a une obligation de basculement en CDI? Alors, est-ce que tu as des précisions, Sophie, sur... Une question plutôt générale, justement, sur comment je fais pour passer de CDD en CDI. D'accord. Alors, sur cette question
de la transformation du CDD en CDI, il n'y a pas eu d'évolution apportée par la loi de transformation de la fonction publique. On rappelle que cette transformation, enfin le bénéfice d'un CDI au terme de plusieurs CDD consécutifs ne concerne que les agents qui sont recrutés sur le fondement de l'article 3-3, pour lesquels le texte prévoit donc une durée maximum de contrat de 3 ans, susceptible d'être renouvelée. Et ce que précise le texte, c'est que si on a un renouvellement au-delà de 6 ans, eh bien le renouvellement doit nécessairement se faire en contrat à durée indéterminée. Alors une question cette fois-ci plus sur la notion de rémunération qu'on a abordée pendant la webconférence. Est-ce que vous avez vu des éléments sur la notion de résultat collectif dont on peut tenir compte pour fixer la rémunération de l'agent? Alors, au niveau des travaux préparatoires de la loi de transformation, que ce soit l'étude d'impact ou les commentaires qui ont pu commencer à apparaître depuis le début du mois d'août, il n'y a pas de mémoire d'éléments qui viennent définir cette notion de résultat collectif. Là, je pense que c'est vraiment une appréciation au cas d'espèce par chaque collectivité, comme ça peut être déjà le cas aujourd'hui pour, par exemple, le bénéfice et la détermination du montant du régime indemnitaire du RIFSEP, par exemple. Merci Sarah. Une dernière question, cette fois-ci sur les possibilités de recrutement des agents contractuels. Dans l'hypothèse où un agent a été suspendu par la collectivité, est-ce qu'il est possible de recruter un agent contractuel? Alors, j'imagine que la question, alors c'est vrai que sans plus de précision, c'est un petit peu difficile de répondre précisément. La façon dont je comprends la question, Marine, je ne sais pas si tu en es d'accord, ce serait de savoir si il est possible de recruter en qualité d'agent contractuel un fonctionnaire titulaire qui est suspendu. Pas de précision sur l'agent qui serait recruté, mais pour remplacer un agent suspendu. Ah, pour remplacer un agent suspendu. Pardon, d'accord, oui, j'avais mal compris. Pardon, j'avais mal compris la question. Ça n'a pas été abordé, en tout cas, on a juste étendu les possibilités de remplacement au détachement de courte durée, à la disponibilité de courte durée et à tous les congés, mais a priori la mesure de suspension d'un fonctionnaire n'a pas été intégrée par la loi de transformation de la fonction publique. Tout à fait. Merci Sarah, merci Marine pour votre présentation ainsi que la réponse à ces questions. Toutes les questions qui ont été posées et auxquelles nous n'avons pas encore répondu, vous les retrouverez dans un support que nous vous ferons parvenir et que vous pourrez retrouver sur votre extranet client à l'issue de cette journée. Merci à tous. Merci de votre attention. Au revoir.